sur ce truc. OK. Alors, donc, j'attaque le premier invariant. J'ai mis une liste d'invariants dans mes diapos et avec les deux derniers cours, on s'arrêtera à l'invariant le dernier invariant que j'ai pu traiter. Et s'il y en a que je n'ai pas pu traiter, eh bien, ça ne ferait pas partie du cours. Et OK. Alors, le premier invariant, c'est la redondance articulaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette redondance articulaire? Oui, oui. D'un autre, non. Alors, Hélène Dureuil, tu réponds oui. De quoi il s'agit? Non, tu ne veux pas répondre? Hein? Alors, la redondance articulaire, c'est le fait que l'on peut exécuter la même action avec plusieurs mouvements possibles. Vous voyez en haut, alors je vais montrer avec le curseur, vous voyez en haut à gauche une personne qui tient un verre, une flûte de champagne. Cette personne est représentée dans le plan sagittal. Et en dessous, vous avez une autre posture possible. Donc, admettons que c'est la même personne, mais qui tient son verre, mais avec une position différente, position articulaire différente. Toujours vue de côté dans le plan sagittal. Le but de l'action, c'est de ne pas renverser du liquide, du champagne qui est contenu dans la flûte à champagne. Donc, de maintenir la flûte à champagne verticale. Ça, c'est le but. Pour exécuter ce but, on voit qu'ici, il y a déjà deux postures possibles. La posture du haut et la posture du bas permettent d'exécuter le but, c'est-à-dire de maintenir la flûte de champagne verticale. À côté de cette image de la position du corps, là, vous avez une représentation des angles articulaires, toujours avec une simplification, en se limitant au plan sagittal. Donc, vous voyez l'articulation A1, c'est au niveau de la cheville, A2 au niveau du genou, A3, c'est au niveau des hanches, A4, c'est entre le buste et le bassin, A5, c'est au niveau de l'épaule, A6, c'est au niveau du coude, et A7, c'est au niveau du poignet. Et l'angle suivant, A désigne angle, et l'angle suivant, A8, c'est l'angle que fait la flûte de champagne avec la verticale, c'est-à-dire le but. Et vous voyez donc au niveau articulaire, au niveau de ces positions angulaires, on a donc deux ensembles de positions angulaires qui nous permettent de maintenir le but, l'angle A8, invariant, constant. Ça, c'est possible uniquement parce qu'il y a redondance. Quand il y a redondance, on peut effectuer le même but de plusieurs manières. Quand il n'y a pas redondance, on ne peut pas. Vous voyez? Alors, on a une représentation de ce que c'est que la redondance. Dans ce deuxième schéma ici, vous avez une vue de haut de la tête d'une personne avec son nez qui vous indique la position, l'orientation du schéma. Vous avez ici l'épaule avec l'articulation de l'épaule, ce premier point, le bras avec l'articulation du coude, ce deuxième point, et l'avant-bras, cette tige noire, et ici, ce troisième point qui indique l'articulation du poignet. Et le dernier segment noir ici représente la main. Et c'est une représentation abstraite de la main. Donc, c'est une vue d'en haut. Donc, on représente le squelette ici de façon schématique et simplifiée sur le plan horizontal. Cette fois-ci, ce n'est pas le plan sagittal, c'est le plan horizontal avec une vue de haut. Et on se limite à articulation de l'épaule, coude, poignet. On ne considère pas tous les détails des mouvements des doigts. Sur le schéma de droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs positions articulaires, encore une fois, qui permettent soit d'être dans la position finale de l'extrémité des doigts, l'extrémité de la main,
la position finale qui est notée ici H2 ou la position finale qui est notée H1. Si vous regardez H2 ici, deux positions articulaires sont représentées et H1, trois positions articulaires au niveau du bras sont représentées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux être dans la première position ici, J1, la deuxième, J2, la troisième, J3. Eh bien, ces trois positions du bras dans le plan permettent d'atteindre au niveau des doigts, de l'extrémité de la main, exactement la même position de l'espace. Idem avec J2, mais seulement deux positions sont représentées articulaires. Avec H2, pardon, deux positions articulaires sont représentées, qu'on a nommé ici J4 et J5 sur ce schéma. Ça, c'est possible uniquement quand il y a redondance articulaire. Vous voyez? Donc, la redondance articulaire, je vais changer de partage et je vais aller sur le tableau blanc. Hein, la redondance articulaire, elle est définie à partir du nombre de positions articulaires. Les positions articulaires, ce sont des angles, et donc c'est quantifié en degrés ou en radians. Ce qui définit, la deuxième chose qui permet de définir la redondance articulaire, c'est le nombre de coordonnées qui définissent le but, ou nécessaire, pour être un peu plus précis, nécessaire pour définir le but. Le nombre de coordonnées nécessaires pour définir le but. Donc on a le nombre de positions articulaires impliquées, je veux dire impliquées dans le mouvement qui est effectué, et le nombre, ça c'est le premier élément, et deuxième élément, le nombre de coordonnées nécessaires pour définir le but. Je m'explique. Dans le cas du vert, que je maintiens en haut, le nombre de coordonnées nécessaires pour définir le but, c'est une coordonnée qui me permet de savoir si le vert est vertical ou pas vertical et s'il y a une déviation par rapport à la verticale. Alors, je peux avoir, par rapport à la verticale, je peux avoir des mouvements de déviation sur le plan sagittal et sur un plan orthogonal. Donc, il va me falloir deux angles. Hein, si vous prenez un verre et que vous essayez de voir, vous prenez une tasse et vous essayez de voir combien de coordonnées définissent la position verticale, eh bien, je peux dévier de la verticale sur un plan en faisant des rotations comme ça, et je peux dévier de la verticale sur un deuxième plan, orthogonal au premier, comme ceci. Donc, je vais avoir un plan comme ça et un plan comme ça, et je vais avoir donc deux angles qui définissent la position verticale. Donc, combien d'angles définissent le but? Deux angles, donc deux coordonnées pour la verticalité du verre. Donc, j'ai deux coordonnées. Quand je regarde juste sur le plan sagittal les angles qui ont été ici identifiés pour la position debout, on en a 7, uniquement en regardant juste le plan sagittal. Si on regardait en 3 dimensions, on en aurait encore plus. Mais on sait déjà que ici, pour la posture, dans le plan sagittal, on a 7 angles articulaires. Et là, je vais les mettre en nombre aussi, on a 2 coordonnées. La redondance, il y a redondance si et seulement si
le nombre d'articulations, le nombre de positions articulaires, je vais dire le nombre d'angles, est supérieur au nombre de coordonnées décrivant le but. Voilà. Ça, c'est la définition de la redondance. Monsieur, j'ai pas trop compris la dernière phrase. Vous avez compris les deux premières? Oui. Bon, alors nombre d'angles articulaires, vous savez ce que c'est. Nombre de coordonnées, vous savez ce que c'est, décrivant le but. Eh bien, il y a redondance quand le nombre d'angles articulaires impliqués est supérieur au nombre, est plus grand, c'est un nombre plus grand que le nombre de coordonnées décrivant le but. Et je ne fais que relire la phrase. Si vous savez, vous m'avez dit que vous avez compris les deux premiers, hein? Vous avez Monsieur. compris un? Mais pas trop la première, en fait. Moi, ça, D'accord. j'aurais plus dit la deuxième, j'ai pas trop compris non plus. Je reviens au schéma. Ici. Vous avez compris les angles articulaires ici, dans le plan sagittal? Oui. A1, angle dans le plan sagittal de la cheville, angle du genou A2, angle au niveau entre bassin et jambes, c'est-à-dire au niveau de la hanche, entre bassin et tronc, angle au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du poignet. Vous comprenez ça? Ça, ce sont les angles articulaires qui définissent les positions articulaires. Ici, pour simplifier, uniquement dans un plan, le plan sagittal. Ça veut dire que si on n'utilise qu'un seul angle, on ne pourra pas réaliser la tâche. C'est ça? Non, ça veut dire que si vous utilisez un seul angle, il n'y aura pas redondance. Ah ouais, on pourra le faire que d'une seule manière. Exactement. Ok, pardon. Non, c'est une bonne question. Donc là, j'ai défini les positions articulaires. La deuxième définition, c'est la définition du nombre de coordonnées nécessaires pour décrire le but. Imaginez, je dois lancer une fléchette sur une cible qui est posée sur le mur. Je vise un point sur le mur. Combien de coordonnées nécessaires pour définir le but? Seul? Un point sur Vous pouvez remettre le texte, s'il vous plaît, monsieur. un point sur le mur. D'après vous? Est-ce que vous pouvez répéter l'énoncé, s'il vous plaît? Problème suivant, j'essaie d'écrire. Ok. Problème, nombre de coordonnées pour définir le but quand je vise une cible, un point sur le mur avec une fléchette. Alors, fléchette, ça c'est ma question. Il y a 3 coordonnées, non? Il y en a deux, parce que je suis sur le mur, donc je suis sur le plan. Le mur, il compte pas. Non, la 3D, la profondeur, on la prend pas. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait aussi prendre en compte la profondeur. Oui. Non, Il y vous a avez la distance, non? trois coordonnées. Trois coordonnées, on va prendre aussi la position sur le mur. Et oui, la trajectoire de la fléchette doit intercepter le mur à un endroit spécial de l'espace qui, pour le localiser sans ambiguïté, il faut trois coordonnées. Là, il nous faut trois coordonnées qui sont des coordonnées. Ici, ce ne sont pas des angles, ce sont des coordonnées cartésiennes.
Voilà, donc là, il me faut 3 coordonnées. Si je fais ça avec l'ensemble du corps, eh bien, il y a redondance, puisque je vais avoir plus de 3 positions articulaires dans le mouvement articulaire impliqué. Donc, il y a redondance. Voilà la définition de la redondance. Excusez-moi, plus il y a de redondance, plus il y a possibilité de faire des erreurs, non? Non. Non, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Ok. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des moments où il n'y a pas redondance? Il n'y a pas redondance dans la vie. Alors, dans la vie quotidienne ou dans les actions en sport, c'est très très rare qu'il n'y ait pas redondance. Hein? Très très rare. D'accord? Ça arrive très très peu. Donc la plupart du temps, il y a redondance. OK? Si dans le cas, je reprends mon schéma, mais je vais expliquer, je vais expliquer tout de suite la suite, parce que c'est quand on dit ça, on se dit oui, mais alors s'il y a tout le temps redondance, c'est pas la peine de définir la redondance puisqu'elle y est tout le temps. Non, non, c'est toujours la peine de définir la redondance parce que ça va nous permettre de comprendre d'autres choses. La figure du haut, ici, où on est dans le plan, on fait des mouvements uniquement d'atteinte de cible, hein, c'est du pointage vers une cible, c'est un variant de la tâche de fit, si vous voulez, vous allez attraper un objet sur la table, mais admettons que vous bougez uniquement sur le plan. Si vous bloquez l'articulation de l'épaule, vous n'avez plus que 2 positions articulaires et la cible, elle est en 2 dimensions. Donc le but est défini en 2 coordonnées cartésiennes, la position sur le bureau, sur la table, 2 coordonnées. Si je bloque l'épaule, je n'ai plus que le coude et le poignet. Et donc là, il n'y a pas redondance, puisque d'un côté, j'ai 2 positions articulaires et de l'autre, j'ai 2 articulations. Pardon, 2 positions, excusez-moi. Pour définir le but, j'ai 2 positions. Et je n'ai que 2 articulations, donc je n'ai pas d'inégalité. Donc, je n'ai pas redondance. Donc, ça, c'est un cas. Mais c'est un exemple, hein, mais il ne va pas se rencontrer souvent. Il va éventuellement se rencontrer dans des mouvements très spéciaux si vous avez une blessure et qu'il y a une partie de votre bras qui est immobilisée et il ne vous reste que certaines articulations qui sont mobiles. Et là, éventuellement, vous n'allez pas avoir de redondance. Mais c'est très rare. D'accord? C'est très rare. Monsieur, Oui? au niveau de la tâche de fit, vous vous souvenez quand on faisait exactement le même mouvement à chaque fois? Enfin, quand on faisait le même mouvement à chaque fois, soit j'ai mal compris, mais j'avais compris que il était impossible de refaire exactement le même mouvement à chaque fois. Oui, vous comprenez votre phrase. Quand on fait le mouvement à chaque fois, j'ai compris. Non, quand on C'est impossible de faire refait, le mouvement à chaque fois. quand on refait ce mouvement d'un point A à un point B, il est impossible de refaire exactement le même mouvement. Oui. Mais du coup, comment on peut avoir une redondance articulaire? Je ne vois pas où est la contradiction. Bien au contraire, c'est quand il y a redondance articulaire, on comprend plus facilement qu'on ne refait pas 2 fois le même mouvement. Puisque vous avez plusieurs façons de faire la même action, d'obtenir le même résultat. La redondance vous permet d'avoir plusieurs façons de faire. Donc vous pouvez vous dire, ah tiens, si d'un point de vue déjà purement géométrique et purement anatomique, il y a plusieurs façons de réussir la tâche, il y a des chances que d'un essai à l'autre, d'une tentative à l'autre, je ne fasse pas la même chose. Mais c'est grâce à la redondance. Puisque la redondance rend l'espace des possibles, des mouvements possibles réalisant le même but, la redondance rend cet espace des possibles immense. Donc je peux varier. Un coup, je peux le faire comme ça, un coup, je peux le faire comme ça. Hein, vous voyez, un coup, je le fais comme ça. Un coup, je le fais comme ça, 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 un coup, je le fais comme ça. Bon, voilà, c'est grâce à la redondance.
la redondance permet la variété. Il n'y a pas de contradiction, au contraire. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Donc, effectivement, quand vous faites la tâche de Fitts, quand vous enregistrez la position avec Innovea, que vous dérivez pour avoir la vitesse et que vous faites le diagramme vitesse-position, vous voyez des cercles, des ellipses qui apparaissent sur votre graphique et vous voyez que ce n'est jamais exactement la même trajectoire. Donc, la forme générale du mouvement, elle, est invariante, mais d'un mouvement à l'autre, ce n'est jamais exactement la même cinématique. Les courbes vitesse et position ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas exactement les mêmes mouvements articulaires au niveau du poignet, du coude et de l'épaule à chaque fois. Mais pourquoi? Parce qu'il y a redondance. Parce que c'est là. Vous voyez, ça fait partie du problème. Et ça, c'est tous vos mouvements. Monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, j'avais compris l'exemple du verre avec les 2 coordonnées, mais Oui. je n'ai pas compris du coup pour votre question, et qui est 3 coordonnées du coup. Pour la cible sur un mur avec une fléchette. Ouais. Imaginez, il y a quelqu'un qui va lancer une fléchette. Il y a un robot qui va lancer une fléchette. Un robot qui va lancer une fléchette. Ce robot, imaginez qu'il est programmé de manière à être capable de lancer une fléchette avec une précision redoutable dans n'importe quelle position de l'espace autour de lui. D'accord? Vous lui donnez une cible, il la touche. D'accord? Oui. Vous pointez avec un laser sur le mur et il est programmé pour identifier la lumière laser et lancer la fléchette sur la lumière laser. Vous pointez, vous lui dites vas-y, il lance la fléchette, pif, à l'endroit où vous pointez avec votre laser. D'accord? Maintenant, ce n'est pas avec un pointeur laser que vous allez lui donner la cible, mais vous allez lui passer un coup de fil à votre robot. Et votre robot, il a un système de reconnaissance vocale automatique et il va identifier, il va interpréter votre coup de fil, votre langage. Comment vous allez... Et il a un logiciel de mathématiques développé. Il interprète, il connaît les mathématiques, les conventions mathématiques, les outils mathématiques, les coordonnées cartésiennes, etc., etc. Il connaît tout ça. Et vous allez, quelle information il faut lui donner par téléphone pour qu'il touche la cible que vous voulez? Eh bien, il va falloir lui donner une information sur la verticale, sur l'horizontale et sur la profondeur. Il va lui falloir lui donner 3 coordonnées. X, Y, Z, par rapport à un repère. Il va falloir lui dire où est le repère. Et dans ce repère, il va falloir lui dire X, Y, Z de votre cible. Avec ça, le robot va lancer la fléchette exactement dans la position de l'espace pour lesquelles vous lui avez donné les 3 coordonnées. Si vous lui donnez que 2 nombres, il ne pourra jamais trouver votre position. Si vous lui en donnez 1, il ne pourra jamais. Si vous lui en donnez 4, le 4e est inutile. Il faut lui en donner 3. D'accord? Monsieur, Okay. Mais pour Z, je n'ai pas vraiment compris. C'est la hauteur. C'est la profondeur, Z. Ouais. Z, tu en fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas grave. X, Y, Z en 3D. Tu les mets comme ça, tu les mets comme ça, tu les mets comme ça, tu les mets comme ça. C'est un problème de convention. La convention que je connais, moi, et ça m'étonnerait que tu en connaisses une autre, c'est que Z, c'est la hauteur. Mais ça, c'est une convention. À la limite, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est combien de coordonnées il faut pour définir la redondance. Combien? Une position de l'espace physique c'est 3D. Donc, une position, il me faut 3 nombres. Et c'est ça dans la plupart des cas, en fait. Ben non, il y a des cas où ce n'est pas comme ça. Il y a des buts qui sont définis de façon plus compliquée que ça, mais et d'autres fois, c'est plus simple. Des fois, c'est avec des rotations. Si vous êtes un mécano et que vous avez une pièce qui est comme ça et que vous voulez faire rentrer une pièce comme ça et que vous voulez ajuster l'orientation de la pièce, vous avez besoin que d'un seul angle.
si la pièce est déjà dedans. Et vous voulez juste l'orienter comme il faut pour que le curseur soit en face d'un repère, hein, en face de la hanse ici. Vous voyez, là, j'ai qu'un seul angle à contrôler. Donc, j'ai une seule coordonnée dans le but. Et j'ai tout le bras pour faire ça. Donc, j'ai 7 articulations au niveau du bras pour caler une seule articulation au niveau du but. Vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez un objet qui est posé sur la table et vous voulez le faire glisser, si par exemple moi avec ma souris sur l'écran, je vais aller d'un endroit à un autre endroit, je me déplace, la souris ne peut se déplacer que sur le plan de l'écran, donc uniquement en 2 dimensions. Elle ne se déplace pas en profondeur, donc je n'ai pas x, y, z, j'ai juste x, y. Le plan, j'ai 2 coordonnées. Donc, un coup, je vais sur la figure de gauche, un coup, je vais sur la figure de droite. J'ai 2 coordonnées seulement, puisque l'espace du but, dans lequel est défini le but, il me faut juste 2 coordonnées pour définir le but, la position de l'espace où je veux être. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, j'ai juste 2 nombres nécessaires. Et quand je vais déplacer ma souris, moi, avec mon bras, je vais utiliser l'épaule, le coude, le poignet. Donc, il y a redondance, puisque j'ai plus de positions articulaires, d'angles articulaires, que de coordonnées. Le nombre d'angles en question est-il relatif au plan dans lequel le mouvement est réalisé? Alors, si mon mouvement... oui, effectivement, si je suis limité, si mon bras est posé sur la table et que je bouge uniquement sur la table, eh bien, tous les angles qui vont faire bouger, décoller le bras de la table, je les ai éliminés de la carte. Donc, je suis restreint au plan. C'était pour dire que forcément, si on est sur le plan frontal, on aura moins d'angles en question si le mouvement est réalisé sur le plan frontal. Si vous êtes, que ce soit le plan frontal, sagittal, horizontal, celui que vous voulez, si vous restreignez le mouvement sur un plan plutôt que le laisser libre dans l'espace en 3 dimensions, vous allez réduire le nombre d'angles. Et là, pour la tâche du lancer de fléchette, il est réalisé sur le plan sagittal, le mouvement. Exact? Non, il est réalisé en 3 dimensions, okay, avec un mouvement essentiellement sur le plan sagittal. Mais il y a des petits déplacements latéraux, gauche-droite. Okay. Si vous mesurez précisément, vous allez avoir des petits déplacements, mais de quelques millimètres ou d'1 centimètre ou 2, pas beaucoup, essentiellement dans le plan sagittal. Mais quand je dis essentiellement, ça ne veut pas dire exactement dans le plan sagittal. D'accord ? D'accord. Donc ça définit la redondance. Et cette redondance, elle est présente dans la plupart de nos mouvements. 99,999% de nos mouvements, il y a redondance. Quand je veux mettre mon pied dans une position particulière devant moi parce que je suis en train de marcher sur un chemin en montagne, il y a des cailloux partout, mais il y a une zone où c'est à peu près plat, de façon quasi automatique, comme on disait dans un cours au préalable, c'est-à-dire sans trop de charge attentionnelle. Mon système visuel identifie cette zone pas trop loin, et donc je vais faire le pas suivant vers cette zone de l'espace, je vais viser cette zone de l'espace. Donc j'ai un but en 3 dimensions, position de là où je veux poser mon pied, c'est une cible, comme la fléchette, c'est une cible dans laquelle je vais aller poser mon pied. Cette cible, le centre de cette cible, là où je veux poser mon talon par exemple, il y a des coordonnées X, Y, Z devant moi. Et pour faire ce mouvement, pour aller poser le pied, je vais utiliser l'ensemble de mon corps, donc un très grand nombre de degrés de liberté. Vous voyez, c'est un autre exemple. Et puis le pas suivant, ça va être pareil, et le pas suivant, ainsi de suite. Donc, j'utilise la redondance. Alors, cette redondance, elle est très utile. Hein. Cette redondance, elle est très utile. Quand vous êtes fatigué, quand vous devez répéter les mêmes gestes, vous pouvez utiliser un geste varié d'une action à l'autre, d'une reproduction du geste à l'autre. Vous pouvez changer légèrement votre utilisation des articulations. Et comme ça, l'avantage, c'est que vous allez peut-être utiliser différemment vos muscles.
et vous allez solliciter différemment vos tendons et tout le système musculo-squelettique. Et comme ça, vous allez peut-être à la fois réduire l'usure du système musculo-squelettique, les inflammations, les tendinites, etc. Et vous allez réduire la fatigue musculaire, puisque vous n'allez pas utiliser en permanence exactement tout le temps les mêmes muscles. Il y a un turnover entre les solutions articulaires et donc entre les solutions musculaires. Vous voyez, donc ça peut être extrêmement utile. L'autre raison pour laquelle la redondance peut être utile, c'est que si vous avez une blessure et vous avez une légère déchirure musculaire ou vous avez une tendinite, et il y a certaines configurations articulaires, certains mouvements qui vous font mal, eh bien vous pouvez quand même continuer à réussir le même but, mais en utilisant une posture articulaire un peu différente, qui va moins solliciter le tendon, les muscles qui sont fatigués, les muscles qui sont lésés, les muscles qui sont enflammés ou les tendons qui sont enflammés. Ça, c'est possible grâce à la redondance. Et donc, on voit que cette redondance, elle a un rôle, elle a de multiples rôles et des rôles qui sont importants. Et si je mets ça là, la redondance, elle permet de réduire la fatigue. De diminuer les risques de blessures par rapport à une sollicitation trop grande, trop répétée des mêmes muscles et tendons. Elle permet de compenser une lésion, une inflammation en adoptant des mouvements différents. Voilà. Et puis, quelque chose qui est venu dans la discussion, la redondance explique en partie pourquoi on ne fait jamais exactement le même mouvement. Le même mouvement pour réussir le même but. Si vous voulez obtenir le même résultat. OK ? Mathieu, donc on peut dire que pour la tâche de fit, en plus du bruit qu'il y a déjà, qui perturbe le mouvement, la redondance, elle va avoir un effet en plus. Oui, elle fait partie du problème. Très bien. On a vu le bruit, on a vu la stabilité et on rajoute maintenant la redondance. On a vu invariance de la forme générale du mouvement, de la main, mais on a vu aussi variabilité d'un mouvement à l'autre, du mouvement de la main. Et maintenant, on sait qu'au niveau des articulations, il y a aussi quelque chose qui se passe, qui change, qui varie, grâce à la redondance. D'accord ? On a vu tout ça. On a vu plein de choses fondamentales déjà. Hein, donc, Monsieur ? Je vais résumer. Je mets autre chose ici. On a vu le bruit. On a vu la variabilité des mouvements du stylo, on va dire de la main, du stylo ou du doigt, puisque les enregistrements avec Innovea, c'était avec le doigt.
dans la tâche de Fitz. On a vu la notion de stabilité. On a vu l'invariance du mouvement de la main. Alors, j'ai dit du stylo. Et l'invariance de la forme générale, je vais rajouter, du mouvement du stylo et la variabilité du détail, je vais dire plutôt comme ça, du détail d'une tentative, alors d'un pointage à l'autre. Ça, on l'a vu. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, moi aussi. Je vous entends là, hein, tout le monde vous entend. De quoi? Mais je joue de quoi? On ne se connaît pas? Ben ouais. Tout le monde vous entend, les jeunes là. Mais parce que ça t'énerve? Bah oui. Johan, arrête. Mais c'est moi ou c'est elle? Johan, tu te ridiculises. Ah, donc elle t'énerve aussi? Tu croyais que ça m'énervait pas? Bah ouais, grave. Johan, ta gueule. Johan Jouin. Johan Jouin. Ah non, j'ai cru qu'il y avait. Vous perturbez le cours là. Maladresse de sa part. Monsieur, j'ai une question. Attendez, j'ai pas fini, j'y arrive. Hein. Donc, on a vu le bruit, on a vu la variabilité du mouvement du stylo des doigts dans la tâche de Fitz, on a vu la notion de stabilité, on a vu l'invariance de la forme générale du mouvement du stylo, la variabilité, et à contrario, la variabilité du détail d'un pointage à l'autre. Ça, on l'a vu, on l'a même mesuré avec Kinover, on en a fait un graphique. Et à cela, on ajoute, et je reprends votre question, Chloé, et à cela, on ajoute la notion de redondance articulaire. Voilà. Oui, Chloé. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à être très claire, mais du coup, pour faire un mouvement en règle générale, est-ce que le corps, naturellement, il va faire en sorte d'utiliser le moins d'articulation et du coup le moins d'angle possible pour s'il réalise une tâche dans la première fois, par exemple? Et que du coup, après, avec la fatigue, il va plutôt utiliser la redondance pour justement éviter les lésions, tout ça? Alors, je vais en parler un petit peu dans la diapo suivante. Mais alors, pour le cas particulier de la fatigue, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas comment ça évolue, si en fait, en étant fatigué ou en n'étant pas fatigué, on utilise plus ou moins la redondance. Je ne peux pas vous répondre formellement. Hein? C'est-à-dire qu'on commence à... Admettons qu'on fasse répéter le même geste à quelqu'un et on mesure, puis la fatigue commence à s'installer. Et on est capable de quantifier la redondance qu'utilise la personne d'un essai à l'autre au début où il n'y a pas fatigue, c'est ce que vous décrivez. Hein. Et puis un peu plus tard, il y a fatigue et on quantifie l'utilisation de la redondance dans le mouvement par la personne. Tout ça étant totalement inconscient la plupart du temps, hein, je précise. Hein, on ne réfléchit pas à ce genre de choses. On regarde son doigt, on regarde sa main, mais on ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe au niveau du poignet, du coude, de l'épaule. C'est en dehors du champ de la conscience la plupart du temps, des fois non, mais la plupart du temps, on ne se pose pas la question. Donc, on ne réfléchit pas à ce genre de choses. Et je ne sais pas si la redondance fait que le mouvement articulaire varie davantage d'un essai à l'autre au début, quand on n'est pas fatigué ou quand on est fatigué. Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que, par exemple, un grimpeur, je vais vous donner un exemple, un grimpeur que je connais, puisque c'est le sport que je connais le mieux, l'escalade. Quand on commence à grimper, même un grimpeur qui est même le meilleur grimpeur du monde, hein, ou quasi le meilleur grimpeur du monde, quand il n'est pas fatigué, il adopte, quand il prend les prises, il a une certaine façon de prendre les prises et de bouger.
Donc, il a une certaine coordination articulaire, certains mouvements entre ces articulations. Et quand il est fatigué, la fatigue arrive toujours essentiellement au même endroit. C'est le maillon faible du mouvement, c'est essentiellement au niveau de la main, des muscles fléchisseurs des doigts que ça se passe, et stabilisation du poignet. Donc, ce sont des muscles qui se situent sur les avant-bras, fléchisseurs et extenseurs fléchisseurs du poignet. Et que ce soit un débutant ou que ce soit un expert, un mouvement qui se passe quand on commence à fatiguer. Quand on n'est pas fatigué, on peut tenir une prise, je vais m'éloigner un petit peu. On peut tenir une prise comme ceci. Et quand on commence à fatiguer, on commence à lever le coude comme ceci, et de plus en plus. Et donc, on grimpe on prend les prises et on se met à avoir les coudes en l'air. C'est un phénomène assez rigolo, assez caractéristique. On disait, quand j'ai commencé à grimper, on appelait ça avoir les ailes de poulet, quoi. On se met comme ça. Et ce n'est absolument pas une stratégie, ce n'est pas du tout désiré, c'est une adaptation spontanée, naturelle, on va dire, sans réfléchir, de l'individu qui n'arrive plus à serrer la prise et il change la posture de son bras pour arriver encore à serrer la prise. Il y a certains muscles qui commencent à être complètement fatigués, épuisés, ils n'arrivent plus à exercer des forces et on change la posture pour arriver à trouver d'autres configurations, à mobiliser d'autres muscles, à changer la géométrie de la position des doigts sur la prise, enfin c'est un peu compliqué, et de manière à pouvoir continuer à exercer une force à peu près invariante. Et donc on change sa posture. Ben, ça ne veut pas dire que quand on est dans la posture 2, pour répondre à la question de Chloé, on est plus variable. Non, on n'est pas forcément plus variable, peut-être qu'on l'est moins, d'ailleurs. Quand on est dans la position fatiguée avec les ailes de poulet, comme j'ai dit tout à l'heure, on est peut-être moins variable, on utilise moins la redondance. On a utilisé la redondance de manière générale pour trouver une autre solution, puisque certains muscles étaient quasiment épuisés. Mais une fois qu'on a trouvé cette autre solution, on varie peut-être moins dans cette nouvelle posture qu'au début, quand on n'était pas fatigué, on pouvait varier un petit peu dans notre façon de prendre les prises. Vous voyez, Chloé? D'accord, oui, c'est plus clair. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'inconscient qui s'adapte naturellement finalement suivant ce qu'on fait, la fatigue, tout ça. Oui. Ok. Alors, on peut essayer de le travailler. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, mais peut-être qu'on peut essayer avec des stratégies de l'utiliser. Peut-être qu'il y a des athlètes qui l'utilisent, qui essaient de dissocier certains muscles, de changer de posture pour relâcher certains muscles pendant qu'ils en travaillent d'autres et de faire circuler comme ça le travail d'une partie du corps et d'autres parties du corps. C'est peut-être possible dans certains cas, je ne sais pas. Il y a plusieurs façons. Quand on marche en montagne et quand on a un sac très lourd, et au bout de quelques heures, et quand il y a du dénivelé, on fatigue, on peut essayer de marcher un petit peu différemment, sollicitant moins les ischio-jambiers, davantage les fessiers. Bon, on peut essayer consciemment d'utiliser des stratégies. Je ne sais pas si ça marche. Je ne connais pas d'études scientifiques. Il y en a peut-être qui ont étudié ça. Je ne sais pas si volontairement, on peut avoir des stratégies et des stratégies qui sont efficaces. Voilà. Je ne connais pas ces études. Peut-être qu'elles existent. Vous voyez? Merci. OK. Alors, on va revenir au diapo. Alors, il y a quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était cette idée qu'au départ, donc je vous ai dit là, la redondance, je vous ai parlé que de côté positif. Il n'y a que des côtés positifs. Mais quand la redondance a commencé à être comprise par un chercheur sur le mouvement humain qui était russe, qui s'appelait Nikolai Bernstein, alors il avait fait ses travaux dans les années 30, 40, 50, mais ils ont été traduits en anglais pour la première fois fin des années 60. C'est pour ça que la date ici, c'est 1967. Mais comme c'était en Russie, c'était publié uniquement en russe, peut-être éventuellement en allemand. Il y avait beaucoup de collaboration entre l'Allemagne et la Russie, mais quoique, il y avait une collaboration encore académique et scientifique. Mais après la Première Guerre mondiale, dont s'étaient retirés les Soviétiques après la Révolution, il y avait
il y avait quand même des antagonismes. Enfin bon. Et puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on a appelé le rideau de fer. Hein, c'est votre programme de terminale d'histoire. Et donc, il y avait très peu de communication entre l'Ouest et l'Est. Et donc, les travaux de Bernstein n'ont pas trop diffusé à l'Ouest, dans les pays occidentaux, sauf, vous voyez, traduction en anglais dans les fins des années 60. Donc, lui, il étudiait la coordination et la régulation des mouvements. Et pour lui, le fait qu'il y ait redondance, c'est-à-dire plusieurs solutions pour plusieurs solutions, le fait qu'il y ait redondance, ça posait un problème au système nerveux. Moi, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, la redondance, c'est un bienfait parce que ça permet telle et telle chose. Pour Bernstein, au départ, lui, il se disait, mais d'un point de vue de la compréhension de comment le cerveau contrôle le mouvement, la redondance, elle pose un problème. Pourquoi? Bien parce que chaque fois que je fais un mouvement, il faut que mon cerveau il choisisse une solution parmi de très, très nombreuses solutions. Puisque quand je fais une tentative de mouvement pour obtenir un but, eh bien, je vais faire un mouvement parmi un très grand nombre de mouvements possibles. Comment le cerveau choisit? Voilà, alors pour lui, c'était un problème scientifique. Le choix par le cerveau du mouvement spécifique qui est fait à l'instant T. Et puis la tentative suivante, il s'est rendu compte que le mouvement n'était pas exactement le même. Et comment le cerveau choisit ce deuxième mouvement? Voilà, donc c'est une question de sélection du mouvement. Pour lui, donc, c'était la redondance posait un problème de choix au cerveau et il se posait la question de comment le cerveau pouvait choisir. Alors, première solution qu'il a trouvée, c'est que le cerveau allait réduire la difficulté du problème de choix. C'est-à-dire trouver, en fait, réduire le nombre de possibles, réduire la redondance. Comme j'ai dit ici, réduire la dimension du problème, rendre le problème plus petit. Au lieu qu'il y ait 1 million de mouvements possibles, eh bien, on va se mettre à bouger, l'animal, l'être humain va se mettre à bouger de façon stéréotypée, va garder la même forme globale du mouvement et ça va éliminer plein de solutions possibles qui ne seront jamais utilisées. Quand vous allez attraper un objet sur la table, vous ne faites pas comme ça, sauf dans un cas où vous voulez faire l'âne, le clown, ou alors dans un cas artistique, etc. Mais dans un cas normal, où vous voulez juste, sans faire trop d'efforts, attraper un objet, vous allez l'attraper de façon relativement stéréotypée. La forme générale du mouvement ne va pas trop changer d'une tentative à l'autre. Et en tout cas, la solution du type, je me recule un petit peu, qui serait de le faire comme ceci, elle ne va être jamais elle ne va être sélectionnée, jamais elle ne va être réalisée. Donc, que fait le cerveau? Il réduit la dimension du problème. Certaines solutions ne seront jamais adoptées. Donc déjà, ça fait un espace de possible plus petit. Vous voyez, un espace de possible plus petit. Et puis, il y a une autre solution encore qui va réduire la dimension du problème, et donc le problème du choix, le problème de la sélection par le cerveau, pour faire en sorte que ce choix soit plus simple, c'est ce que j'ai mis en petit 2 ici, la rigidité articulaire. La rigidité articulaire. On peut réduire la mobilité de certaines articulations. Donc, le cerveau peut réduire la mobilité de certaines articulations et donc, on comprend bien qu'il va réduire la redondance. Et si on réduit la redondance, on réduit le nombre de mouvements possibles. C'est la même chose que réduire la dimension du problème. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus spécifique en termes de comment faire, c'est par une rigidification articulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va à peu près immobiliser des articulations en augmentant la raideur. D'accord? Alors, comment on augmente la raideur? C'est en utilisant la co-contraction, c'est-à-dire la contraction simultanée des muscles agonistes et antagonistes. Si vous préférez, par exemple au niveau du coude, fléchisseur et extenseur, biceps et triceps, je les contracte de façon simultanée, ça crée de la raideur. Ça, vous connaissez, vous l'avez vu en cours de biomécanique. C'est la raideur articulaire. Alors, si j'augmente la raideur articulaire au niveau d'une articulation, je réduis la redondance. Donc, pour Bernstein, je réduis la dimension du problème de choix
pour le cerveau. Donc, je simplifie le problème pour le cerveau. Vous voyez? Et c'est ce que Bernstein, et la traduction en français et en anglais de cette idée-là, de ce concept, pour Bernstein, ça s'appelait le gel des degrés de liberté. Le gel, c'est une analogie avec le gel de l'eau qui n'est plus visqueuse et liquide, mais on baisse la température, l'eau gèle, elle devient solide, elle devient rigide, elle ne bouge plus. Donc le gel des degrés de liberté, ça veut dire, ici les degrés de liberté désignent les positions articulaires, les mouvements au niveau des articulations, et le gel des degrés de liberté, ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs positions articulaires qui sont complètement bloquées par co-contraction, par raideur. C'est ce qui est résumé sur cette diapo. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, alors là, la littérature est un peu partagée, mais au départ, on s'est rendu compte, il a semblé, alors ça a été un petit peu remis en question, mais on va quand même se baser sur cette idée-là, qui est relativement solide, même si elle n'est pas parfaite, d'un point de vue des validations expérimentales et des confirmations expérimentales. Il y a eu quelques contradictions, mais quand même, il y a eu une bonne partie de la littérature qui a confirmé cette hypothèse. Le débutant a tendance, le novice, à réduire au maximum la redondance en gelant un maximum d'articulations, alors que l'expert, lui, il libère les articulations, il ne fait plus de gel de degré de liberté et il utilise toutes les articulations et les positions articulaires possibles. Donc, on a une perspective ici. Où est-ce qu'on peut observer une variation de l'utilisation des articulations selon les idées de Bernstein? Eh bien, c'est quand on compare un novice, quelqu'un qui commence à apprendre, à quelqu'un qui a un niveau avancé ou alors un expert. Eh bien, le novice, il bloque certaines articulations comme s'il voulait simplifier le problème pour son cerveau. Tout ça se fait de façon inconsciente. Et l'expert, lui, au contraire, on voit qu'il utilise toutes ces articulations. Et donc, il utilise la redondance. Vous voyez? On passe du gel à gauche chez le novice, en anglais freeze, comme la glace, le Mr. Freeze. Et l'expert, lui, au contraire, il utilise toutes les articulations. Il libère les degrés de liberté, il dégèle les degrés de liberté, et lui, il utilise au contraire la compensation entre les degrés de liberté, entre les articulations. OK? Donc ce concept-là, il est intéressant parce qu'il est tout à fait compréhensible. De façon inconsciente, ouais. Oui. Alors, si je reviens sur mon tableau blanc, est-ce que je peux sélectionner tout ça? Il faut sélectionner avec ça. Je pourrais prendre ça. Peut-être que je peux le copier dans du texte. Je vais regarder si moi de mon côté, je peux faire ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Ouais. Après, bon, vous l'avez sur le film. Hein. Moi, j'aurais bien aimé. Mais c'est pas aussi simple, en fait. Enregistrer, voyons. Enregistrer, c'est quoi ça? Enregistrer au format... Ok. Enregistrer quelque part. J'aurais bien aimé avoir le texte, moi, tiens. Il faut faire comme ça. Voilà, c'est un peu coûteux. C'est pas grave, je vais quand même le faire. Hop, 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 hop. Je copie ça. Bon, vous l'avez sur le film, vous avez fait éventuellement des captures d'écran.
Je le mets dans un texte et je pourrais vous passer le texte éventuellement. OK. Donc, je reviens à ça. Je vais tout virer. Hop, 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 hop. Peut-être. Celle-là, j'ai oublié de la copier. Voilà. Donc, je reviens là. Hop. Alors, la redondance égale un bienfait. Ça, c'est mes premières, au pluriel même. Pour Bernstein, Bern, il y a N qui se balade. Pour Bernstein, la redondance pose un problème de choix au, on va dire pour faire simple, cerveau, au système nerveux central. C'est donc un problème de sélection. Plusieurs mouvements possibles, un très grand nombre, hein, un très grand nombre de mouvements possibles. Je le mets en abrégé. Comment, pendant la planification du mouvement, c'est-à-dire pendant la préparation du mouvement, qui est une période qui peut être très courte, et pendant le déroulement, l'exécution du mouvement, pendant le déroulement du mouvement, en abrégé aussi, comment le cerveau, le système nerveux central, le cerveau, sélectionne une combinaison de positions articulaires. Ce qu'on appelle la coordination articulaire. C'est la coordination articulaire. Voilà, pour Bernstein, c'est une difficulté. Solution simplifiée. Donc, réduire le nombre de combinaisons. Réduire la redondance. Comment faire? Adopter une forme générale du mouvement stable. Ne changer que les détails. Ça, on a vu que ça correspondait à la réalité d'un mouvement qui est déjà acquis. Et puis ensuite, on peut neutraliser, je veux le dire comme ça, neutraliser certaines positions articulaires. Et après, on fera la pause, hein, qu'on appelle des degrés de liberté, DDL pour degré de liberté. On utilise ce vocable aussi en anatomie, en robotique aussi. Donc, on peut neutraliser certaines positions articulaires en augmentant la raideur pour ces articulations. Comment on fait? C'est la co-contraction. Voilà. Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on peut l'observer? Observation. C'est le comportement, c'est la coordination du débutant. Parfois, chez le débutant, on voit ce que Bernstein a appelé un gel de degré de liberté. Et puis ensuite,
avec un niveau intermédiaire ou avancé ou expert. Ça, c'est des mots qui désignent des niveaux de performance et d'apprentissage différents. On a le dégel. Le gel, il n'y a peut-être pas d'accent d'ailleurs. On a un dégel des degrés de liberté. Et ici, je vais y revenir, la coordination se caractérise par des mouvements compensés, je vais définir après la pause, entre articulations. Voilà. Bien, on fait une petite pause, à peu près 5 minutes. OK? Je vais suspendre l'enregistrement. On la désigne, on la représente avec la lettre K. Et l'unité, c'est le newton divisé par des mètres, des newtons par mètre. Voilà, donc ça, c'est le gel et le dégel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant le dégel? Donc, quand on a le gel, tout d'abord, on a vu donc qu'on avait certaines articulations qui étaient actives, c'est-à-dire qui pouvaient être mobilisées, d'autres articulations qui devenaient passives, entre guillemets, qui devenaient très raides, et donc qui n'étaient pas facilement mobilisées ou plus du tout mobilisées. Et on se retrouve avec un couplage mécanique local entre deux parties du corps, séparées par une articulation qui est gelée. Au niveau du dégel, on va se retrouver petit à petit dans le dégel total, avec toutes les articulations qui sont actives, c'est-à-dire qui sont mobiles, dont les positions vont changer pendant le mouvement. Et ces articulations sont coordonnées, elles sont ordonnées ensemble, et ceci par un ensemble de mécanismes, à la fois des réseaux de neurones qui s'occupent d'une articulation, de l'autre articulation. Ça peut se passer dans le cerveau, le système nerveux, à l'étage du cerveau, mais ça peut se passer au niveau aussi de la moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central. Et ça peut se passer aussi par un couplage par le biais de l'activation des muscles. Voilà, donc on a tout ça qui est responsable de la coordination au niveau des muscles et donc au niveau articulaire. Pendant ce dégel, donc, on a cette coordination assez sophistiquée, assez compliquée. On a une utilisation de la redondance, ce n'est pas une réduction de la redondance, on va l'utiliser. On va essayer d'utiliser pour réduire la fatigue, réduire les blessures. On va essayer aussi de l'utiliser pour réduire l'effort, ce qu'on pourrait de façon informelle appeler l'effort, qu'on pourrait quantifier comme la quantité totale de travail des forces, la quantité totale d'énergie cinétique, pour faire écho à un cours que vous avez vu en biomécanique. Et comment, sous quel type quelle forme, quelle structure peut prendre cette coordination? Eh bien, là, je vous ai mis quelques exemples simples de types de coordination entre les articulations que l'on peut rencontrer, que l'on peut observer pendant ce dégel. Et je vous les ai représentés de façon abstraite, sommaire, par un petit schéma. Donc, vous allez avoir un exemple simple de coordination, ça va être la synchronisation. Ici, je représente le mouvement dans une articulation avec une couleur et le mouvement en même temps dans une autre articulation avec une autre couleur. Et par exemple, quand vous avez de la synchronisation entre deux articulations, quand vous allez avoir une flexion au niveau d'une articulation, eh bien, au même moment, vous allez avoir une flexion pour la deuxième articulation. Quand vous allez avoir une extension pour la première articulation, au même moment, vous allez avoir une extension pour la deuxième articulation. Ça, c'est un type de coordination. Deuxième type de coordination, c'est un peu son pendant, c'est un peu son contraire.
je l'ai appelé anti-synchronisation, pour montrer que c'est l'opposition. Eh bien, cette fois-ci, quand dans une articulation, vous avez une flexion, eh bien, dans l'autre articulation, la deuxième articulation considérée, vous allez avoir au contraire une extension. Et réciproquement, quand dans la première articulation, vous avez une extension, dans la deuxième, vous allez avoir une flexion. Donc, quand vous avez fermeture dans une articulation, vous avez ouverture de l'angle dans l'autre. Donc, fermeture de l'une, ouverture de l'autre. Donc, vous allez avoir des mouvements alternés. J'ai appelé ça de l'anti-synchronisation. Le premier cas, c'était synchronisation. Quand j'ai une flexion d'un côté, j'ai une extension de l'autre. Quand j'ai une ouverture d'un côté, j'ai une ouverture de l'autre. Anti-synchronisation, c'est le contraire. Quand j'ai une ouverture d'un côté, j'ai une fermeture de l'autre. Vous voyez ? Je peux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué, que j'ai mis en troisième ici, qui est un peu une situation intermédiaire, et j'ai appelé ça le déphasage. C'est-à-dire que les flexions-extensions dans une articulation par rapport à la deuxième articulation ne sont ni exactement en synchronisation, ni exactement en anti-synchronisation, mais sont juste un petit peu décalés dans le temps. Vous voyez, déphasés, décalés dans le temps. Ça veut dire que j'ai par exemple une ouverture dans une articulation, et puis je vais avoir une ouverture dans la deuxième articulation, mais un peu plus tard. Ouverture, ouverture, fermeture, fermeture, ouverture, ouverture, fermeture, fermeture. Vous voyez, il y a un décalage. Ça, c'est quelque chose qu'on va observer, par exemple, quand on va observer des mouvements comme des vagues, hein, comme ceci. Quand on fait de la natation en papillon, eh bien, c'est typiquement des mobilisations articulaires, une coordination entre les articulations avec un déphasage. Vous voyez, vous faites une vague. Voilà. Quatrième exemple, vous pouvez avoir des mobilisations articulaires entre une articulation et une deuxième articulation qui peut changer de plusieurs manières. Elles peuvent être différentes de plusieurs manières. Les premières situations ici, ce sont des variations dans le timing, vous voyez, au niveau temporel. La quatrième idée ici, c'est que je peux avoir des articulations qui sont mobilisées, mais pas sur les mêmes durées. J'ai une articulation qui est mobilisée au début du mouvement, puis elle est plus mobilisée, alors qu'une autre est mobilisée sur l'ensemble de la durée du mouvement, la durée totale. Je peux avoir des différences de vitesse. Une articulation bouge vite, alors qu'une autre articulation bouge lentement. Je peux avoir des différences d'amplitude. J'ai une articulation avec une petite amplitude de mouvement, alors qu'une autre articulation au niveau de l'épaule, je vais avoir une large amplitude de mouvement pendant le même mouvement. Et enfin, je peux avoir une articulation qui est mobilisée en général et qui génère, son mouvement génère beaucoup de force, alors qu'une autre articulation génère peu de force. Voilà. Donc avec tout ça, vous avez des exemples de types de coordination en considérant l'exemple le plus simple, celui où vous avez juste deux articulations. D'accord ? Hein, c'est un cas simple. Les trois premiers exemples, ce qui change entre les deux articulations, c'est le timing. Et le quatrième cas de figure, c'est plusieurs choses. La durée de mobilisation, la vitesse, l'amplitude et la force produite. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez un petit tour d'horizon des différents types de coordination entre deux articulations. Vous pouvez généraliser et inclure 3 articulations, 4, 5, 6. Vous allez retrouver ces 4 groupes de coordination démultipliés avec le nombre d'articulations que vous considérez. Voilà. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe quand le mouvement utilise la redondance articulaire et ce qu'on appelle la compensation entre les mouvements des articulations. Voilà les différents types, les différentes formes, les différentes implémentations
de la coordination articulaire. Alors, je vois sur une traction, ce serait une coordination de flexion sur la montée et une coordination d'extension sur la descente. Quand je descends, j'ai toutes les positions articulaires, les angles qui augmentent dans une traction quand je suis en phase de descente. Tous les angles augmentent, alors que quand je suis en phase de montée, tous les angles diminuent. Donc, il y a une coordination en phase, que ce soit en montée ou en descente. Et en montée, c'est des flexions en phase, et en descente, ce sont des extensions en phase, en synchronisation. J'ai donc des synchronisations de flexion à la montée et des synchronisations d'extension à la descente. Alors, pour les partiels, non, on vous demande d'éviter les schémas. Voilà, il faudra tout faire avec du texte. Alors, on va voir maintenant un deuxième invariant. On va voir un deuxième invariant. Donc, quelque chose qu'on observe très souvent dans le mouvement. Alors, dans le mouvement humain, mais aussi, comme représenté sur cette diapo, dans le mouvement animal. Alors, ce deuxième invariant, il s'agit des changements de forme de coordination. Autrement dit, les changements des patrons de coordination. Didier Delinière, il vous a expliqué ce que c'était que les patrons de coordination. Moi aussi, j'en ai parlé. Donc, les changements des formes de coordination. Par exemple, pour revenir à la diapositive suivante, si vous passez d'une coordination où vous avez une synchronisation, flexion, flexion, extension, extension, à une coordination ou alternée, anti-synchronisation, eh bien, vous avez changé la forme générale de la coordination. Vous êtes passé de la forme 1, du patron de coordination 1, synchronisation, au patron de coordination 2, anti-synchronisation. Vous voyez? Ça, c'est une définition de changement d'un type spécifique de changement de forme de synchronisation. Alors, quelqu'un me dit ici que je n'ai pas mis mon CM sur Moodle. Je ne l'ai pas encore communiqué. Par contre, sur YouTube. Tous mes CM sont sur YouTube et même le TD2 est sur YouTube. Donc, vous pouvez quand même aller voir tous les CM sur YouTube et le TD2 sur YouTube. Si vous n'étiez pas encore au courant, vous pouvez aller les voir et les revoir. Il n'y a pas de code, c'est public. Mais je vais quand même transmettre mon cours magistral numéro 4 pour qu'il soit sur l'ENT. Alors, les changements de forme de coordination, c'est par exemple, quand vous mettez un chat sur un tapis roulant, au début, il marche, puis il se met à trotter, ce qui est encadré ici en bleu, et puis vous augmentez la vitesse du tapis roulant et il se met à galoper, ce qui est ici représenté en rouge. Le deuxième cadre bleu. Et au milieu, en rouge, vous avez la transition entre le trot et le galop. On augmente la vitesse et on arrive à une vitesse critique où le chat va passer du trot vers le galop. Le cheval va faire la même chose. Et un être humain, quand il marche et quand il court, va faire la même chose. Alors ça, c'est un changement de coordination. On voit ici, chez l'être humain, un changement de la marche vers la course. Vous êtes sur un tapis roulant, vous faites rouler le tapis roulant à vitesse lente, vous allez faire de la marche, vous augmentez la vitesse du tapis roulant et vous allez passer à la course. D'accord ? Donc ici, sur ce graphique ici, qui est un peu compliqué parce qu'il est en 3 dimensions, et il est en anglais, au départ, vous avez la vitesse du tapis ici sur l'axe sur la profondeur, dans la perspective, et vous faites de la marche sur le tapis. On augmente petit à petit en mètres par seconde la vitesse du tapis, 1,8, 1,9, 2 mètres par seconde, 3 mètres par seconde. On se rapproche donc, de
2,5 mètres par seconde, et on passe de la marche vers la course. Vous voyez la position sur le type de patron de coordination ici est représenté par cette petite bille qui bascule vers le mode de coordination course. Alors ici, on a réalisé des enregistrements pendant la marche, pendant la course, en fonction du temps. Donc on a des positions articulaires en degrés au niveau des hanches. Donc, on est sur le plan sagittal, on a simplifié la description, les angles sont définis ici, vous voyez. On a un angle au niveau de la hanche, un angle au niveau du genou, en bas, et un angle au niveau de la cheville. Et on a enregistré sur le plan sagittal ces angles en fonction du temps, pendant la marche et pendant la course. Donc, on retrouve pendant la course ici la hanche, la cheville, et en bas, le genou. OK ? Et alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on passe de la marche à la course, ce qui change, ce sont les relations temporelles. Ce sont les relations temporelles entre les évolutions des positions angulaires de ces trois articulations. Les relations temporelles. Donc, les relations temporelles, ça correspond à ce que j'ai dessiné ici, là, ces trois catégories. Soit les articulations bougent de façon synchronisée, soit de façon anti-synchronisée, soit avec un certain déphasage. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve entre ces trois articulations. Vous voyez, on passe de certains déphasages quand on est en marche à d'autres déphasages quand on est en course. Ici, vous avez le temps. La barre ici verticale sépare la marche de la course, on a augmenté la vitesse du tapis et autour de 2 mètres par seconde, on est passé, la personne qui était enregistrée est passée de la marche vers la course et les deux courbes ici représentent des relations temporelles qui sont calculées de façon un tout petit peu plus compliquée que ce que je décris ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça correspond à des variations entre synchronisation, anti-synchronisation ou déphasage. Des relations temporelles en pointillé entre l'évolution de l'angle de la cheville et l'évolution de l'angle du genou, et en trait plein ici, en trait continu, l'évolution temporelle, le timing, si vous préférez, entre les mouvements au niveau de l'angle de la cheville et de l'angle de la hanche. Et vous voyez très clairement, quand on passe de la marche à la course, une variation de ces relations temporelles. Donc, une variation du patron de coordination. Le timing pendant la marche et le timing pendant la course ne sont pas les mêmes dans les mouvements articulaires. Donc, on change de patron de coordination, comme le chat change de patron de coordination. D'accord? Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le mouvement humain et qu'on retrouve de façon très fréquente. Si on regarde ce qui se passe chez un cheval, alors ça, c'est une étude qui date de 1981, et qu'on fait varier, on met un cheval sur un gigantesque tapis roulant et on augmente la vitesse de déplacement du tapis roulant. Donc, c'est l'axe horizontal ici, vitesse de déplacement en mètres par seconde. À vitesse lente, le cheval fait de la marche, puis on augmente la vitesse, il commence à faire du trot, on augmente encore, il commence à faire du galop. On peut calculer les millilitres d'oxygène consommés pour un déplacement d'1 mètre. Et puis, on peut compter combien de fois il fait de la marche, combien de fois il fait du trot, combien de fois il fait du galop. Qu'est-ce qu'on observe? Que quand il fait de la marche, la dépense énergétique représentée par la consommation d'oxygène, on infère que ça représente la dépense métabolique, hein, même si ce n'est pas une mesure parfaite, on constate que quand il fait de la marche, la dépense métabolique pour la marche est relativement faible. On augmente la vitesse, cette dépense métabolique, elle est ici tracée en rouge, elle augmente, et quand elle augmente suffisamment pour croiser la dépense métabolique représentée par le trot à la même vitesse, eh bien c'est le trot qui se met à être adopté spontanément par le cheval. Vous voyez, les deux courbes se croisent ici, et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien c'est essentiellement le trot, dans cette zone-là, qui est adopté à la place de la marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait que ce qui fait passer le cheval de la marche vers le trot, c'est un principe d'économie. En quelque sorte, quand ça va trop vite,
la marche commence à coûter trop d'énergie métabolique. Le trop, au contraire, lui coûte moins et donc il va basculer sur le trop. Ça correspond à des idées d'optimalité que l'on retrouve parfois pour décrire les lois du comportement, les lois du mouvement biologique chez les animaux, les insectes, inclus les mammifères et les humains. Idem, on retrouve la même logique, on augmente encore la vitesse et à une certaine vitesse, le trop commence à coûter trop d'énergie métabolique alors que le galop, à la même vitesse du tapis, permet une certaine économie par rapport au trop en termes de dépenses énergétiques. Et donc, on se rend compte que c'est à ce moment-là que le cheval adopte le galop. Est-ce que la vitesse, une question sur le chat, est-ce que la vitesse est le seul facteur qui modifie les patrons de coordination? Non. Il peut y avoir la distance, par exemple. Des choses très simples. Si j'ai un objet qui est proche et que je suis assis, pour le saisir, je n'ai qu'à tendre le bras. Si l'objet est plus loin, bien, je vais devoir me lever et tendre le bras. Donc, je ne vais pas mobiliser la même coordination. Et c'est un problème de distance. Ce n'est pas un problème de vitesse. Si je dois produire une force faible pendant un mouvement, eh bien, je vais adopter un type de coordination de mouvement. Si maintenant je dois produire une force plus importante, éventuellement, je vais adopter une autre coordination. Donc, la force est aussi un autre facteur. L'amplitude des mouvements, donc la distance, est un facteur, la vitesse est un facteur, la force nécessaire à produire est un facteur. Encore une fois, un exemple très simple, si je ne dois pas produire une force importante, je vais utiliser seulement une main. Si je dois produire une force importante pour débloquer une porte, par exemple, ou un verrou, eh bien, je vais utiliser les deux mains. Ce n'est pas la même coordination. C'est un exemple très simple. Je vais aussi augmenter la raideur si je dois produire une force importante et éventuellement, je vais geler certains degrés articulaires, je vais diminuer la redondance si je dois forcer. Ça pose d'autres problèmes parce que si je dois produire de la force, vous savez que ça va produire davantage de bruit puisqu'il y a une loi qui me dit que la variance du bruit est dépendante du signal. C'est l'article de Harris et Volpert qu'on a vu en TD. Alors voilà, donc il y a cette notion-là qui est importante. Donc si on résume un peu, ce sont les lois physiques qui induisent ce changement de comportement et en se reflétant sur le coût énergétique. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que ce sont les lois physiques? Eh bien, ce sont en partie les lois physiques, mais pas seulement. Vous voyez? Il n'y a pas seulement les lois physiques. Comme je vous ai dit à l'introduction de ce cours, le système biologique, métabolique, hormonal, cardiaque, respiratoire et le système nerveux, donc le système nerveux, ne fonctionne pas en dehors des limites et des contraintes imposées par la physique. On ne peut pas violer les lois de la physique. Mais à l'intérieur des contraintes données par les lois de la physique, il y a énormément de marge de manœuvre. Il y a énormément de degrés de liberté, d'adaptation possibles pour les systèmes biologiques. Donc la physique, elle est là, elle s'impose. Par exemple, les lois de la mécanique de Newton, énergie cinétique, énergie potentielle, force, raideur, tout ça, ce sont des concepts de la mécanique de Newton. Par exemple, à l'échelle microscopique, dans des solutions aqueuses, par exemple autour des cellules et dans les membranes, à l'intérieur des cellules, il y a beaucoup d'eau, donc il y a les lois de la diffusion de la physique à l'échelle microscopique. Eh bien, le système nerveux doit s'adapter à ça. Ce sont des lois de la physique, on ne peut pas les violer. Mais à l'intérieur de ce cadre, la nature a pu trouver une variété immense de solutions différentes. Donc, il n'y a pas que les lois de la physique. La biologie a ses propres lois que l'on connaît beaucoup moins bien.
Après, le corps, il choisit la solution la plus efficace. Pas toujours. Pas toujours. Non, non, pas toujours du tout. Alors, je vais y revenir dans 2 secondes, mais juste pour revenir sur les lois physiques, aujourd'hui, on ne connaît pas les lois qui permettent de comprendre comment les réseaux de neurones s'établissent dans votre cerveau. Vous voyez? Quand vous êtes enfant, quand vous êtes adolescent, quand vous êtes adulte, quand vous apprenez des mouvements, quelles sont les lois qui permettent de décrire l'organisation, la structuration des réseaux de neurones. Ces lois-là, on ne les connaît pas. Voilà, d'accord? Est-ce que si on passe de la marche au trot, c'est pas justement parce que à une certaine vitesse, il est plus efficace de trotter que de courir au niveau et moins plutôt énergétiquement? Oui, c'est ce que je vous ai raconté avec ce graphique tiré d'une publication de Hoyt et Taylor de 1981. Mais je modère la tentation qui serait de dire que tout se résume à, par exemple, un coût énergétique métabolique. D'accord. Même dans ce cas-là, on va dire, par exemple, on va identifier un facteur principal qui va être éventuellement un coût métabolique, mais on s'est rendu compte, il y a eu de nombreuses expériences extrêmement intéressantes, mais je n'ai pas le temps en première année de le faire de façon détaillée, mais il y a des expériences qui sont vraiment super intéressantes dans ce domaine-là, publiées dans de très bons journaux, qui montrent que ce ne sont pas les seuls facteurs. Par exemple, la gestion de l'équilibre est aussi, et je ne vais pas détailler, est aussi un facteur important. Vous voyez, quand je marche à grande vitesse sur un tapis roulant, je commence à dépenser de l'énergie, mais en même temps, la stabilité de ma marche diminue. Donc, il n'y a pas que la dépense énergétique. Il y a aussi la gestion de mon équilibre. Je veux me déplacer, mais je veux réduire les possibilités de tomber. Or, si je vais vite, ma marche devient de moins en moins stable, c'est-à-dire la gestion de l'équilibre devient de plus en plus difficile. Donc, c'est aussi un facteur important. Vous voyez? Complémentaire. Si je vous représente ça de façon naïve, de façon simple, sur le tableau blanc, je vais tracer un axe que je vais appeler économie, principe d'économie. D'accord? Et je vais tracer un deuxième axe que je vais appeler stabilité, si vous préférez, équilibre. Pour le passage de la marche à la course, eh bien, je vais devoir gérer les deux contraintes. Il va falloir qu'il y ait un compromis entre ces deux contraintes. Donc, il va y avoir deux facteurs qui vont déterminer si je quitte la marche pour adopter la course ou si je conserve encore un petit peu la marche. Il n'y a pas que le principe d'économie. D'accord? Ça, c'est une premier argument pour compléter vos connaissances dans ce domaine-là. Et le deuxième argument, alors ce n'est pas quelque chose que j'aborde de front dans ce cours, mais je vais juste le préciser. Il y a un grand débat aujourd'hui sur la question de est-ce que nos gestes sont les plus efficaces, les plus économes, les plus efficients ou non. D'accord? Est-ce qu'ils sont les plus efficients ou non? Et il semblerait que nos gestes ne sont pas les plus efficients. D'accord?
que si on adopte un geste, ce n'est pas uniquement parce que c'est le geste le plus économe du point de vue dépenses énergétiques métaboliques, mais c'est aussi parce que par le truchement du hasard, l'imitation, l'observation des gens autour de nous, on a appris un geste et pas un autre, et on est resté bloqué dans cette solution. Et par habitude et renforcement des réseaux de neurones qu'on a appris pour produire ce geste, on va continuer à faire ce geste et on ne va éventuellement pas découvrir un geste qui, lui, serait le geste parfait du point de vue économie. Vous voyez? Donc, on a d'un côté découverte du geste le plus efficace, de l'autre, conservation du geste qu'on a découvert par hasard, qu'on a appris, c'est-à-dire l'habitude. Vous voyez? Ça aussi, c'est une problématique intéressante. Donc, il n'y a pas que les lois de la physique, il n'y a pas automatiquement découverte par les répétitions, l'apprentissage, l'entraînement du geste le plus économique. On a aussi une dépendance vis-à-vis de notre apprentissage, de notre histoire, de notre habitude, des exemples qui nous ont été donnés. Un enfant qui apprend tout seul à faire du ski, s'il n'a pas eu de bons modèles et de bons profs, il va construire une façon de faire du ski. Alors c'est flagrant avec l'exemple du ski. Et il va renforcer cette façon de faire du ski. Et quand il sera adulte, vous verrez, il aura une façon de faire du ski qui n'est pas bonne, qui n'est pas la meilleure. Mais c'est celle que lui a construite et qu'il a renforcée par habitude. Quelqu'un qui joue au tennis et qui n'a jamais eu de bons modèles ou qui n'a jamais réussi à bien écouter le prof de tennis, etc., il va avoir une façon de jouer au tennis qui peut être efficace jusqu'à un certain niveau, mais vous voyez dans sa façon de faire que son service n'est pas bon, son coup droit n'est pas bon, et pourtant ça fait 20 ans ou 30 ans que cette personne fait du tennis. Mais elle n'a pas découvert toute seule, la façon la plus efficace. Vous voyez? Ce sont des contre-arguments. Donc en fait, la vision de voir le contrôle moteur est beaucoup plus riche que uniquement l'avoir comme découverte nécessaire et automatique, naturelle, par simple répétition, des solutions les plus efficaces. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en général, pour l'ensemble des gestes. Il y a des mouvements qui sont plus primitifs que d'autres, et encore, peut-être que la marche et la course sont plus primitifs que d'autres, mais la marche chez quelqu'un qui est très habitué à marcher ou à porter des charges, et la course chez quelqu'un qui est très habitué à courir, eh bien, ce sont vraiment, il y a des techniques et des coordinations très particulières qui sont mises en place. Voilà. On va arrêter ce cours à ce stade-là et on le reprendra la semaine prochaine. D'accord? On arrête un petit peu avant. On démarrera. Donc, la semaine prochaine, on fera, je reviens vers les diapos. Ici. Voilà. On va travailler sur l'invariant numéro 3, l'information pour réguler le mouvement, qui est quelque chose d'extrêmement important. On verra différentes notions ici. On reviendra sur un type de coordination qui est la synchronisation. J'irai assez vite, puisqu'on l'a déjà un petit peu vu. Ça, je passerai assez vite. On viendra sur la notion d'optimalité qui fait écho à ce dont vous m'avez parlé, là, les lois d'efficience, l'économie, grâce aux lois de la physique notamment, mais pas que les lois de la physique. Là, j'essaierai d'aller assez vite là-dessus. Ça, c'est une partie très importante du contrôle moteur. Et puis, je finirai avec des invariants, des régularités dans l'action locomotrice, dans la locomotion. Sur comment passer une porte, faire des virages, tracer des courbes en marchant, marcher de façon différente et mémoriser des distances, c'est l'odométrie. Et enfin, la coordination entre 3 angles de la jambe dans le plan sagittal, ce qu'on appelle les angles d'élévation, chez l'adulte, mais aussi chez le bébé, qui représente une coordination fondamentale. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de Au journée. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.